Aujourd'hui, vous au CNR, quel est le projet du CNR pour les Congolais? Parce que on a évoqué pas mal de choses. On voit que votre parti s'investit sur les questions de paix, réparation de séquelles de guerre, puisque c'est vous qui avez la responsabilité. Mais quel projet social ou politique avez-vous pour le Congo? Alors, vous avez parlé tout à l'heure que nous avons disons, participé à des dialogues. Nous avons eu des échanges assez durs au niveau du parti. Faut-il aller à Evo ou pas? Alors, le consensus, nous nous sommes dit, si nous n'allons pas à Evo, si nous restons toujours à l'écart, rien ne se fera. Apportons la contradiction. Apportons ce que nous savons faire, ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'il ne faut pas laisser non plus le monopole au PCT de dire, voilà, Evo, il y avait 2, 3, 4 pèlerins qui se sont présentés là-bas, et bien voilà, le consensus, c'est ça. Nous sommes allés à Evo. Il y a eu des recommandations d'Evo. Dieu merci, nous sommes allés à Evo. Mais ces recommandations, le PCT a pris l'engagement de les appliquer. Mais nous nous sommes rendus compte que rien n'a été fait. Ils ont botté en touche. Il a fallu un autre rendez-vous de Dolizy, oui, que nous connaissons très bien. Nous sommes dit, écoutez, nous allons rappeler ce que nous avons dit à Evo. Pour que le PCT puisse comprendre que la liste électorale qu'ils ont mis en place, c'est un faux. Donc, mettons la CONEL, ce n'est pas un organisme, notamment d'organisation d'élections. Donc, il faut qu'il y ait un organisme indépendant. Nous allons le redire à Dolizy. Bon, Dolizy, ça a été un échec aussi. Et là, je parlerai, non pas au nom du CNR, à mon nom personnel. Et moi, je dis, stop. Plus de dialogue avec le PCT. Plus de dialogue. La fin du mandat du président arrive. Alors, nous devrons négocier, voir comment nous pouvons reprendre la liste électorale. Parce que je vais vous donner un exemple ici. Pourrais vous donner un exemple du fichier électoral que nous avons. Voilà. Alors, je vais prendre quelques... Alors, je peux vous dire simplement que ce fichier électoral est conflictogène. C'est pour cela qu'il faut revoir ce fichier. Exemple de la cuvette centrale. En 1987, il y avait 78 022 électeurs. En 1987. En 2007, En 2007, il y avait 78 022 électeurs. Oui. En 2013, le fichier électoral est passé de 78 022 à 121 213. Et en même temps, dans la Bwenza, en 2007, le fichier électoral était de 154 536 électeurs. Et en 2013, le fichier électoral est passé de 112 894. Vous voyez qu'il y a une magouille qui est là, eux-mêmes qu'ils ont enlevé. Donc on ne peut pas continuer avec cette façon de travailler. Nous voulons du sérieux. Voilà. Alors, le sérieux que vous voulez, vous proposez quoi aux Congolais aujourd'hui? Si on doit vous porter, si vous arrivez demain au pouvoir, qu'est-ce que vous proposez aux Congolais, ce que le PCT, aujourd'hui, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas pu faire, notamment quand vous avez analysé les vœux du président de la République? Alors, à titre personnel, oui, et en accord aussi avec le pasteur Anthony, puisque j'ai la responsabilité de voir des partenaires européens ou américains, on m'a mis en contact avec un grand professeur de l'hôpital de New York. Nous l'avons contacté, je suis parti à New York, nous avons contacté ce monsieur. J'ai dit, monsieur, professeur, c'était le directeur général de l'hôpital, que nous avons un souci. De plus en plus, il y a beaucoup de cancers en Afrique. Nous voulons que notre pays soit leader dans ce domaine de la cancérologie. Et vous êtes un cancérologue,
venez nous monter un hôpital, puisque vous avez monté le même hôpital en Éthiopie. Donc ce monsieur, je monte le projet, je présente le projet à la présidence. Nous déposons le projet pour monter un hôpital d'excellence en cancérologie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans suite. Deuxièmement, l'agriculture. Pardonnez-moi. Allez-y. L'agriculture, nous avons pensé que les Congolais mangent mal. Tout ce que nous mangeons vient de l'étranger. Et donc, je pense que nous avons des terres. Je pense que nous pouvons cultiver au Congo. Mais peut-être que nous n'avons pas la technologie. Et j'ai jugé bon, j'ai pensé qu'il fallait faire appel aux opérateurs étrangers. J'ai vu les Israéliens qui ont déjà travaillé dans d'autres pays d'Afrique. Ils nous ont dit, nous sommes prêts, mais nous ne pouvons pas investir au Congo d'investir. Nous amenons le savoir-faire. Là aussi, sans suite. Troisième domaine que j'ai initié, c'est pas quelqu'un qui... c'est moi. Oui, c'est vous qui êtes au cœur de ces projets. Voilà. Oui. C'est le projet de tourisme qui me tient à cœur. Le tourisme au Congo, mais c'est des milliers d'emplois qu'on peut créer avec le tourisme. Oui. Puisque ces emplois ne demandent pas une qualification très élevée. Donc, on peut donner la possibilité à nos jeunes de trouver du travail. C'est quoi? Le site de Zala, dans le nord, nous avons retenu ce site. Les gorges de Diosso, les Bakwilou, la chute de Folakari, dans la Bwenza, oui. Nous avons retenu plusieurs sites. Donc, tout ce que je vous parle, nous avons estimé autour de 78 000 emplois que nous devons créer en 7 ans. 78 000 emplois, directs et indirects. C'est-à-dire que les hôteliers, ils allaient se retrouver. Les jeunes, les hôteliers pouvaient aussi recruter. Qui est hôtelier au Congo? C'est la famille et les gens autour qui profitent, qui devaient profiter de cette manne. Mais si on dit à un jeune, mais écoutez, venez donner de la nourriture à tel animal, ça ne demande pas une qualification particulière. Et c'est ça pour donner la possibilité, la chance aux jeunes de travailler. Alors, finalement, Gaston, parce que je comprends bien qu'aujourd'hui, vous avez initié des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine médical qui n'ont pas abouti, mais tel que vous l'expliquez, ce type de projet, entre guillemets, tous les Congolais peuvent les mener. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir vous, au niveau de votre parti, quelle est la vision qu'elle avait de ce Congo, d'après Denis Sassou Nguesso. Comment vous imaginez le Congo dans les années à venir? Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais comme projet concrètement pour dire, voilà, demain, nous pouvons porter ce parti au pouvoir parce qu'il nous propose telle ou telle vision pour le pays? Bien évidemment, nous avons écrit le projet, je suis en partie aussi dans cette rédaction. Nous, ce que nous pensons, la première chose, c'est l'éducation, investir dans l'éducation. Le Congo a connu 2 années consacrées à l'éducation, et même une 3e année, 2015, où les investissements sur l'éducation vont toujours être retenus. Est-ce que vous pensez que là aussi ça a échoué, ou bien qu'est-ce que vous amènerez en plus par rapport à tout ce qui a été fait aujourd'hui? Mais monsieur, vous avez fait un super reportage qui m'a fait très mal. En octobre 2014 notamment, au campus universitaire de Brazzaville. C'est vrai. Vous avez vu la tristesse qu'il y a. 2013-2014, c'était l'année de l'éducation. Vous avez vu comment vivent les étudiants? C'est ça la République? Si quelqu'un est bien formé, si quelqu'un a mangé, si quelqu'un est bien soigné, c'est une personne qui est heureuse. Mais aujourd'hui, nous, l'accent, nous le mettrons dans l'éducation. D'abord, créer des internats dans des villes ou dans des villages où il n'y a pas d'internat. Leur donner la possibilité qu'il y ait Internet, parce que c'est important aussi. Une fois, ça évitera les enfants de faire des kilomètres pour aller étudier. Deuxième chose que nous ferons, à chaque paysan, nous mettrons 7 hectares de terre. Nous donnerons 7 hectares de terre. L'État doit garantir 7 hectares de terre. Et la technologie qui va avec, pour aider les paysans à travailler la terre. Et l'État, de surcroît, va garantir d'acheter ces biens et de le vendre à l'international. Satisfaire d'abord le marché intérieur, premièrement, et le marché international. Le marché intérieur, CEMAC, Afrique,
et l'international. Donc, si nous avons donné la possibilité aux paysans de gagner normalement bien leur vie, Oui. moi je sais que c'est possible. En Côte d'Ivoire, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, l'éducation, la santé, et dans tous les départements, de créer des centres de soins pour permettre aux gens de se soigner normalement. Je suis C'est un un peu grand surpris projet. par rapport à votre projet, d'autant plus qu'une partie de ce projet est déjà assurée par Denis Sassou Nguesso, d'autant plus que vous parlez d'un centre de soins dans tous les départements, mais bon, il y a les 12 hôpitaux, on n'en reviendrait pas, mais on voit quand même que finalement, en termes de nouveautés, en fait, on n'apporte pas grand-chose, ou il n'y a pas vraiment quelque chose qui ferait en sorte que les Congolais puissent s'accrocher, d'autant plus que sur les questions de nourriture, on importe beaucoup, tout le monde dit l'autosuffisance en 2000, on l'avait promis, jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas eu et on se rend compte que finalement le Congo n'avance pas tel que vous venez de le dire tout à l'heure. Je vais revenir, Gaton, sur un point que vous avez évoqué, c'est la question du dialogue. Vous dites, en votre nom personnel, je suppose que vous êtes opposé à ce dialogue. Or, votre secrétaire général, M. Chris Walembo, a participé il y a quelques jours, en fait, d'après la presse congolaise, à un rendez-vous politique avec un autre leader politique, M. Nicéphore Fila Saint-Eudes, avec lesquels ils ont décidé de commun accord que pour l'instant, ils promeuvent le dialogue et non pas de position particulière par rapport à la question de la Constitution. Deux questions en une. Est-ce que vous pensez que votre parti doit se positionner clairement sur cette question de Constitution? Et ensuite, est-ce que vous allez suivre votre parti aujourd'hui par son secrétaire général qui se positionne, lui, pour le dialogue? Mais c'est complètement absurde. On ne peut pas se positionner pour le dialogue. Ce n'est pas possible. Donc, C'est un parti qui a toute une histoire. C'est un parti qui s'est opposé au pouvoir. Nous allons dialoguer sur quoi? Sur la gouvernance institutionnelle. C'est ce qu'il propose ici. Je vais vous lire. Oui. Le CPR s'est prononcé en faveur de la tenue du dialogue politique national pour aborder 3 questions essentielles, notamment la question des réformes institutionnelles, la gouvernance électorale et la gouvernance politique chargée de mettre en œuvre les conclusions consensuelles de ce dialogue. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler de gouvernance. Alors, comment vous expliquez finalement la présence de votre secrétaire général en fait à cette rencontre qui aujourd'hui engage quand même le parti? Ça engage le parti, certes, moi y compris. Oui. Mais moi, je me désolidarise de le trépatouillage de plus. Ce n'est pas possible un parti qui s'est opposé à Sassou Nguesso qui puisse me dire nous allons dialoguer pour la gouvernance constitutionnelle, ça veut dire pour la constitution du pays. Mais il n'y a pas à dialoguer là-dessus. Le mandat, il est fini, il a fait ses 2 mandats, voire plus. Il doit partir. C'est un faux débat. Alors, mais ça signifie d'abord que le débat au sein de votre parti n'est pas clair, en fait. Puisque le secrétaire général, qui lui, quand même, parle au nom du parti, va à une rencontre pour promouvoir le dialogue, et que finalement, est-ce que c'est de sa propre initiative, ou bien il a quand même reçu des recommandations du bureau politique? Alors, le débat, il s'ouvre maintenant. Oui. Parce que beaucoup de personnes de mon parti ont été surpris. Donc, nous lançons le débat au sein du parti. Est-ce que c'est la ligne officielle? Et tous les jours, parfois j'ai du mal à la voir, j'appelle le révérend Pasteur Antoumi qui se positionne, qui prend une position parce que c'est sa voix qui va compter et non la voix de Walembo. Walembo, il est secrétaire général, mais je veux l'entendre dire le révérend Pasteur Antoumi. S'il m'entend, il peut prendre contact, ou nous pouvons, parce que il peut parler à RFI, disons. Tout à fait. Il peut aussi parler à Asiana TV. Asiana TV aussi. De Brazzaville. Voilà, Asiana TV. Hein, qui puisse s'exprimer librement, qui donne sa position et qui, j'espère qu'il ne partira pas, qu'il ne sera pas, il va pas nager en contre-courant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le message doit être clair. Le message doit être simple. Pourquoi pas en fait le pasteur Antoumi? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, alors qu'on a bien senti aujourd'hui votre positionnement qui est quasiment opposé au PCT, au parti au pouvoir, et qu'aujourd'hui, plusieurs partis, même les alliés du PCT, se sont déterminés un peu comme le RDD en disant que nous sommes contre,
on sort de la majorité, vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle, et pourtant, vous ne donnez aucune position qui puisse éclairer l'opinion congolaise aujourd'hui par rapport à cette question de la Constitution. Alors, moi, j'ai échangé avec le révérend. Il m'a dit, parce qu'on se tutoie, Bien sûr, cher vous ami, pouvez aller, bien sûr. cher ami, ne t'inquiète pas. Quand le président va parler, je vais réagir à ce moment-là. Il a parlé, nous avons fait le point, il dit, il n'a rien dit de spécial. Mais bien évidemment, il n'a rien dit. Oui. Donc on attend 2016 finalement pour... Non. J'espère que ça se fera avant. Non, les Congolais souffrent trop. Parce qu'aujourd'hui, ils nous parlent, l'élection présidentielle se fera en 2016. Mais attention, parce qu'il est en train de mettre le feu. Il ne faut pas mettre le feu à la maison. Parce qu'il a dit en même temps que le Congo, c'est notre patrimoine commun. Oui. Donc le Congo, ça c'est la seule phrase qui m'a plu dans son discours. C'est notre patrimoine commun que les anciens nous ont laissé. Mais on ne brûle pas le patrimoine commun. Il a déjà brûlé, mais qu'on ne brûle pas le patrimoine commun. Cette fois-ci, nous resterons vigilants jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, moi je pense que le président, très modestement, il devait dire, je pense que j'ai géré le Congo, j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait aussi des bonnes choses, peut-être. Mais je me retire. Je me retire. Mais à ce moment-là, tous les Congolais vont applaudir. À ce moment-là, il pourra monter. Si Yarling qu'il a acheté dans le nord, qui fait du cheval, qui va pêcher, on ira le consulter si on a besoin de lui. Vous lui promettez en fait une vie pépère, quoi, en fait, une vie de grand-père, retranché dans sa villa ou tranquille, quoi, en fait. Mais écoutez, nous n'allons pas lui faire la guerre non plus. On ne va pas lui faire la guerre. On ne va pas lui faire la guerre. Qu'est-ce que... Maintenant, s'il y a des associations qui pensent que moi, politiquement, je ne lui ferai pas la guerre. Oui. Je ne lui ferai pas la guerre. Mais je ne garantis rien s'il y a une association qui dit que je vais poursuivre Monsieur le Président Sassou Nguesso pour ça, pour des crimes imprescriptibles. Je ne dirai pas non plus. Voilà, moi, je ne ferai pas la guerre. On a très bien compris que vous ne ferez pas la guerre. On va revenir en France. Votre parti existe en France puisque vous êtes là, vous êtes le représentant Europe-Amérique, mais vous restez discret dans les débats politiques au sein de la diaspora. On vous voit très peu, sinon quasiment pas. Qui explique cette distance? Parce que je pense que je pense que moi je dois apporter, je pensais que je dois apporter autre chose que du blablabla. Je dois être acteur politique, mais en proposant quelque chose. Donc aujourd'hui, on peut critiquer un gouvernement. C'est pas facile de gouverner un pays, c'est pas facile. Mais quand je propose quelque chose, c'est pas suivi des faits. Quand je dis quelque chose, enfin, je fais des finalement, propositions. personne ne vous écoute en fait au CNR parce que au niveau du gouvernement, vous avez expliqué. C'est normal au niveau du gouvernement. Ça ne marche pas. Mais au niveau d'autres partis politiques, notamment ici au sein de la diaspora, on se dirait quand même que vous serez en première ligne. Mais finalement, vous êtes assez discret, on ne vous écoute pas. Mais finalement, quelle est votre place? Notamment ici au sein de la diaspora, parce qu'on sait quand même que Paris a une influence importante au niveau bien de entendu, la ville. bien évidemment. Mais parfois, les choses importantes se font dans la discrétion. C'est vrai. Les choses importantes, parce que vous pouvez aller dans un meeting. Je viens vers vous parce que je trouve que c'est sérieux. Mais il y a des gens qui braillent, nous allons faire ceci. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, un État. Une république, c'est plus compliqué. Vous trouvez qu'à Paris, on parle beaucoup? On ne fait pas grand-chose? Parfois un peu trop. Parfois un peu trop, ne maîtrisant pas parfois certains dossiers. Et les gens disent des vérités, des contre-vérités. Et il y a des intrigues, il y en a qui parlent beaucoup pour se faire connaître au pays et ils prennent 5 000 €, ils se calment. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus... Donc, moi, je pense que nous devons travailler. Nous devons travailler les dossiers, les vrais dossiers, les questions que vous me posez sur l'agriculture, sur l'éducation, sur la santé. Ça, c'est des dossiers qui me tiennent à cœur. Sur l'indemnisation de tous nos jeunes qui ont tenu des armes, parce que l'État, c'est une continuité. Là aussi, il faut travailler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. À l'étranger, à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Oui. Et il y en a beaucoup qui souffrent énormément. Est-ce que ces jeunes ont été recensés tous? Est-ce qu'on les connaît tous? On arrive aujourd'hui, parce que souvent indemniser des gens qu'on connaît, qui ont été recensés. Aujourd'hui,
quelle évaluation du nombre avez-vous fait des jeunes qui ont participé à ces différents moments tragiques de notre pays? Alors, dans le pool, nous avons à peu près 6500, dont 231 ont intégré l'armée. Dans la Bouenza, il y a eu les Koumou, autour de 8000 à peu près. Dans le nord, à peu près les Cobras, autour de 4000. Maintenant, à cela, il faut ajouter la population qui a été traumatisée, qui ont perdu des biens, qui ont perdu des parents, qui sont en deuil jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que le rôle de l'État, c'est de penser à ces personnes. C'est ce que je pense. Et c'est de ça, je me battrai jusqu'au bout sur ce sujet-là. Indemniser, parce que l'État c'est une continuité, indemniser ces personnes. Je me battrai jusqu'au bout. Et c'est mon sujet. Gaston Ntoussamba, on arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais juste savoir, dans les jours à venir, quel rôle allez-vous jouer, vous, le CNR, par rapport aux échéances politiques qui attendent le Congo? Et j'espère que le CNR va jouer un rôle de premier plan au Congo. Figurez-vous que je suis en contact avec l'opposition au Congo, avec tous les acteurs politiques au Congo. Mathias Nzon, Clément Mirassa, Pouelé, nous échangeons tous les jours. Tous les jours, nous sommes en contact. Donc aujourd'hui, je vais me déterminer en fonction du discours du révérend pasteur Antoumi. Et j'aviserai s'il faut travailler avec lui, s'il faut partir. Pour moi, c'est clair. C'est clair dans ma tête. J'ai dit que nous allons encore trépatouiller, nous allons aider le PCT, nous allons aider Denis Sassou Nguesso. J'ai dit non, stop. Sur le divorce. Sur le divorce, oui. C'est clair. Je ne menace pas, mais nous devons avoir une... Cela donne, finalement. Non, ce n'est pas des menaces, mais il faut avoir une ligne claire. Nous sommes... C'est pas évident. Nous avons souffert. Tous les Congolais ont souffert. Du nord au sud. Et que nous ne fassions pas le coup. Oui, les Bas-Congo veulent prendre le pouvoir. Oui, le Sud veut prendre le pouvoir. Non, c'est hors de question. Ce n'est pas ça. Ça marchait dans le passé. Aujourd'hui, les gens du Nord, les gens du Sud sont tous ensemble. Le Sud et le Nord souffrent énormément. Sud et Sud souffrent énormément. Il y a une famille qui profite. Donc, stop, stop, stop. Juste vous mettre par rapport à... Face à vos contradictions, Gaston Ntoussamba, c'est que vous évoquez un travail avec monsieur Mathias Nzon, avec M. Clément Mirassa, avec M. Pouelé, qui aujourd'hui eux-mêmes participent à un front commun qui lui-même, ce front-là, appelle au dialogue. Sur quelle modalité, on ne sait pas. Vous, vous êtes opposé au dialogue, alors on ne comprend pas exactement comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à tout ça. Puisqu'on se rend compte, même ici à Paris, il y a une partie de l'opposition qui est aussi opposée au dialogue, une autre qui est pour le dialogue, et on ne sait pas comment est-ce qu'on peut vous suivre. Alors, d'abord, ce que je sais de l'équipe qui a travaillé au Congo, d'ailleurs même qui a rendu le rapport, oui. Le dialogue, seul le dialogue qui est possible, le seul dialogue, c'est le dialogue de la liste électorale. Comment nous allons faire? Quand le président pense qu'en 2016, nous allons faire l'élection présidentielle, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire l'élection présidentielle. Il n'y a pas de liste électorale. Il n'y en a pas. On ne peut pas faire une élection. Donc, le dialogue va se situer à ce niveau-là. Comment nous allons recenser les personnes? Une fois que nous avons un fichier électoral, c'est là le dialogue va se situer à ce niveau-là, uniquement à ce niveau-là. Mais on ne va pas dialoguer pour la Constitution. La loi, elle est claire. Écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il faut rappeler la loi. Je pense pour... Cette loi, tout le monde la rappelle, mais apparemment oui. personne n'arrive à comprendre puisque tous ces articles 57 et autres sont cités, mais oui. On reste toujours assez sourd à l'impression que cela donne. Oui, c'est pour ça qu'il faut être intransigeant de dire pas de dialogue avec le PCT, pas de dialogue. Le dialogue de dire nous allons changer la constitution, nous allons consulter le peuple. Mais ça, c'est connu déjà. Mais vous allez dialoguer quoi? Quand on va dialoguer, c'est deux partis opposés qui vont moi j'ai ça, moi j'ai ça. Non, ils ne sont pas d'accord. Mais là, ils disent qu'ils vont consulter le peuple. Il n'y a pas de dialogue. On ne va pas dialoguer sur quelque chose. Qui a abrogé la loi de 1991 de façon unilatérale? Aujourd'hui, on nous dit oui, c'était l'exception, il y avait la guerre. Mais non, mais qui l'a demandé d'abroger cette loi-là? Plutôt la constitution. Personne n'a demandé d'abroger cette loi. Cette constitution, pardon.
Aujourd'hui, il a abrogé la Constitution. La Constitution lui rattrape parce qu'il avait fait ça pour éviter que les autres candidats se présentent. Oui. Et bien voilà, il n'y a pas de dialogue possible sur ce plan. Voilà. Et quand tu nous dis que aujourd'hui il y a les Congolais peuvent s'exprimer librement. Vous savez il y a combien de Congolais qui sont en prison aujourd'hui? Vous savez il y a combien de Congolais? Vous savez qu'il y a combien de militaires qui sont positionnés autour de à 80 km de révérend Pasteur Ntoumi. Il y a au moins 400 militaires aujourd'hui. Dans la localité de Kingwala, à côté de Mindouli, 400 militaires, lourdement armés. Ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas en pleine Cambrousse? Vous voyez, c'est ça qui dit que la liberté. Aujourd'hui, il y a au moins plus de 50 jeunes qui croupissent dans les prisons. Si vous voulez, si vous me permettez une minute, que je puisse lire les noms des personnes. Ah ben allez-y, allez-y. Alors, nous avons des personnes qui sont en prison. Sylvain Kiamona Nzingula, condamné pour 7 ans. Quel motif? D'avoir participé à une manifestation politique à Pointe-Noire. Tous ces gens-là que je dis ont été pris à Pointe-Noire. Deuxièmement, Paul-Marie Mabiala Panzou, condamné pour 7 ans, pour ce même motif. Valentin Tiakaka, condamné pour 7 ans. Judy Kael Mbanza, condamné pour 5 ans. Joseph Kimangou, condamné pour 5 ans. Gilbert Bibila, condamné pour 5 ans. Antoine Maboyi, condamné pour 5 ans. René Silao, condamné pour 5 ans. Éloge Matimona Mouyeke, condamné pour 5 ans. Pierre Placide Kialungu, condamné pour 5 ans. Jean-Claude David Tandou, condamné pour 5 ans. Dominique Mesmer Bananguna, condamné pour 5 ans. Sylvain Privangoma, condamné pour 2 ans. Landré Lodé Moussa, condamné pour 2 ans. Mawa Diedra, condamné pour 10 ans. Vous croyez que c'est ça la République, ça, que nous voulons? Condamné politique, c'est ça? Condamné politique. C'est pour des opinions politiques. Et j'ai d'autres noms que je n'ai pas ici, parce que la liste serait trop grande. Tout à fait. Donc aujourd'hui, à un moment donné, on nous promet quelque chose, que tout le monde va parler, tout le monde va s'exprimer, mais quand on s'exprime, vous voyez comment ça se passe? Ça va être pareil, le trépatouillage, le mensonge. Voilà. Ce qui aujourd'hui pose problème, c'est vrai qu'on a dit qu'on allait terminer, mais vous voyez que quand on se lance dans ces sujets-là, c'est toujours difficile de pouvoir s'arrêter. Ce qui devrait aujourd'hui pose problème, c'est au niveau du leadership dans l'opposition congolaise. On ne sait pas qui est leader, on ne sait pas qui emmène qui, parce qu'on voit que ce soit ici en France ou sur place, énormément de gens qui se positionnent, sans pour autant que ceux-là donnent une vraie vision, un véritable leadership à quelqu'un qui conduise l'opposition congolaise. Vous savez, le leader ne se décrète pas. Le vieux Massamba Deba me disait, un leader ne se décrète pas. La politique, c'est un sacerdoce. Le leader peut surgir de nulle part. Il me donnait son exemple, il me disait que moi j'étais au village, on est venu me chercher. On est venu me chercher pour la présidence. Ngouabi était en prison, on est allé le chercher pour être président, quand ils ont fait le coup d'État. Donc un leader ne se décrète pas. Votre serviteur, pourquoi il ne serait pas leader? Pourquoi je ne serais pas président moi? Pourquoi vous ne serez pas président? Moi je pense aujourd'hui, si Sassou Nguesso a été président, je pars du principe que les 4 millions de Congolais sont présidentiables. Parce que ce qu'il a fait Sassou Nguesso, n'importe qui peut le faire, voire même mieux. Voilà. Donc tous les Congolais sont présidentiables au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est sur cette note d'espoir pour l'ensemble des Congolais qu'on va terminer. Congolais et Congolaises. Hein, bien sûr, on a bien compris, parce que l'intention était bonne. C'est l'ensemble des Congolais, hommes et femmes, capables aujourd'hui de mener les destinées de ce pays. Mesdames, Messieurs, c'était un entretien avec M. Gaston Nitousamba, que je rappelle est conseiller du pasteur Ntoumi et représentant Europe-Amérique du CNR, donc le Conseil national des Républicains, parti présidé par Frédéric Bitsangou, alias pasteur Ntoumi. Gaston Nitousamba, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'espère qu'on aura d'autres occasions, car vous savez qu'au Congo, ce qu'on appelle le Télé-Congo, plutôt Télé-Foufou, c'est occupé par des personnes, des journalistes qui font la gloire du président. Bon, dommage, mais merci. Il y a des médias comme vous qui pouvaient nous recevoir
nous laissant voix pour que nous nous exprimons. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Ziana TV. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci à l'ensemble des hommes et des femmes qui participent pour cette année 2015 à cette aventure Ziana TV. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.